Moins de 24 heures, 35 des tarifs qui pourraient être imposés sur le Canada. Le premier ministre du Canada, justement, Mark Carney, a soutenu hier que les négociations se poursuivent pour signer un accord commercial. Négociations complexes, donc il y a donc peu de chances qu'on arrive à un accord d'ici demain. Dans les dernières heures, Donald Trump en a rajouté, notamment en affirmant que conclure un accord avec le Canada, ça va être plus difficile en raison de l'annonce du gouvernement du Canada de reconnaître un État palestinien en septembre. On va parler de tout ça avec Jean Charest, associé chez Terrien Couture Jolicoeur. Bonjour, M. Charest. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Donc, M. Mark Carney le répète qu'il ne signera pas une entente qui n'est pas bonne pour le Canada. Là, on voit des ententes qui sont signées, notamment Corée du Sud ce matin, l'Union européenne plutôt cette semaine avec 15 de tarifs. Qu'est-ce qui serait, à votre avis, une bonne entente pour le Canada? Bien, une bonne entente pour le Canada diminue l'effet tarif au minimum, parce qu'il peut très bien y avoir des tarifs, mais il peut y avoir un dispositif qui fait en sorte que son effet est nul. Par exemple, si on exporte 100 000 voitures, là, je prends une hypothèse là, qui sort de nulle part, mais 100 000 voitures qui sont exportées libres de tarifs, puis à partir du 100 millième voiture, on impose un tarif, mais là, il se pourrait très bien qu'il n'y ait aucun effet tarif. Et dans le cas du Canada, ce qui nous démarque, nous distingue, c'est que nous avons un accord de libre-échange qui gère la majorité de la marchandise qui est exportée aux États-Unis. Et le dernier chiffre rendu public relève du mois de mai, nous apprend que 90 de la marchandise du Canada qui a été exportée aux États-Unis était libre de tarifs parce que ça tombait sous le parapluie de la ECE, l'accord de libre-échange que M. Trump avait lui-même renégocié en 2018. Alors, en ce sens-là, si nous avons une politique tarif américaine, mais qui a très peu d'effet sur nous, à ce moment-là, on diminue beaucoup l'effet. Là où c'est un problème et un enjeu, où il y a des enjeux pour le Canada, c'est les tarifs sur des sujets particuliers comme l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre. C'est là où c'est le plus difficile pour nous parce que les effets sont très importants sur notre économie et en même temps très négatifs sur l'économie américaine. Et là-dessus, nous allons négocier pour tenter de diminuer ou de réduire autant que possible l'effet tarif. Parce que vous avez parlé de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. C'est une espèce de parapluie actuellement là, qui nous protège de beaucoup de tarifs sur différents produits. Vous l'avez dit, 2026, on est à peu près à un an de l'échéance. Comment on doit travailler à partir de ce moment-ci? Même si on a ces tarifs de 35 qui est la première échéance, il y a une suite, évidemment, dans un an aussi qui pourrait être plus dommageable. Et là, c'est des ententes ponctuelles qui sont négociées, vous savez. Ce n'est pas des accords de libre-échange au sens traditionnelle ou de la vraie définition d'un accord de libre-échange. C'est des ententes ponctuelles qui sont négociées et qui sont floues dans beaucoup de cas. Alors, dans le cas du Canada, on cherche, comme les autres pays, à conclure une entente qui nous permettrait d'avoir le moins d'effets tarifs possible. Et après ça, il doit y avoir, ici le verbe est important, le verbe choisi par les trois pays en 2018, c'est une révision. Pas une renégociation, mais une révision de l'accord de libre-échange. L'information que nous tenons, et moi je l'ai obtenue de Lutnick lui-même, le secrétaire du commerce, c'est que les Américains veulent maintenir l'accord de libre-échange. Et pour de bonnes raisons en passant. C'est les deux premiers partenaires économiques des États-Unis, c'est le Canada et le Mexique. Alors, s'ils ont des problèmes avec ces deux marchés-là, ça va avoir un impact sur l'économie américaine pas mal plus dramatique et pas mal plus rapide que la moyenne des pays. Alors donc, ils veulent le maintenir, mais ils veulent le réviser, probablement avec des dispositions qui augmenteraient le contenu américain dans la fabrication de voitures, des choses comme ça. Et ça, ça va venir dans l'année 2026, si pas avant, pour que nous puissions stabiliser la relation économique entre les trois pays. Donc là, avec l'échéance qu'il y a demain, on s'entend que peut-être avec le Canada, il y a de moins en moins de chances qu'il y ait un accord conclu, évidemment, avec le 1er août. Là, politiquement aussi, ce qui a été fait hier en lien avec la reconnaissance de l'État de Palestine, ça semble avoir hérité M. Trump. Est-ce que ça pourrait mettre un peu de sable dans l'engrenage, à votre avis?
Là, c'est un sujet, là, honnêtement, qui n'est pas lié à la négociation des tarifs. Monsieur Carney, lorsqu'on prend une décision comme celle-là, on consulte nos alliés. On travaille avec nos alliés, on ne travaille jamais seul. Et le premier ministre Carney l'a fait avec la France, avec la Grande-Bretagne, mais ultimement, la décision revient au Canada et le premier ministre Carney en est imputable auprès de la population du Canada et non pas Donald Trump. Là-dessus, une fois que notre décision est prise, ça relève de nous. On est un pays souverain, indépendant, et ça n'a aucun lien avec les négociations entre les deux pays. Alors que M. Trump le soulève, honnêtement, il est en dehors de ses compétences là-dessus. Et le Canada, à mon avis, ne va pas changer, certainement pas changer sa position suite aux commentaires de Donald Trump. C'est une bonne stratégie actuellement qu'il y a une délégation canadienne importante à Washington, selon vous, pour tenter d'arriver à un accord? Parce que oui, M. Trump fait des déclarations, mais il y a une équipe derrière lui. Il y a une équipe et M. Trump, vous savez, c'est la méthode de M. Trump est très imprévisible. Il a plusieurs fois fait des déclarations que ses équipes entendaient pour la première fois lorsque ça sortait de sa bouche. Dans notre cas, nous avons tout intérêt à maintenir les liens de communication puis à rester à la table de négociation aussi longtemps que possible, incluant au-delà du 1er août, rester à la table de négociation tant qu'on n'aura pas négocié une entente satisfaisante. C'est ce que nous allons faire. Et attendez-vous à ce que ça puisse être plus long que le 1er août. Mais dans le fond, il est impossible de savoir comment M. Trump va réagir à partir de demain parce que c'est Donald Trump. Et être imprévisible, ça fait partie du personnage. Et c'est quoi la méthode de négociation idéale, selon vous, avec Donald Trump? Parce qu'il y a plusieurs lignes de pensée. Certains disent, ou certains politiciens voudraient qu'on adopte une ligne dure, d'autres, une approche plus discrète, le laisser aller avec ses déclarations. Quelle est votre lecture de la situation? Il faut être ferme avec M. Trump. M. Trump est transactionnel. Transactionnel, ça veut dire que, pour employer le mot en anglais qu'il aime tant, il aime faire des deals, des ententes. Et l'approche canadienne, ça a été de négocier sur un ensemble de sujets qui incluent la sécurité à la frontière, la souveraineté de l'Arctique, des questions de défense nationale, pour que nous puissions faire valoir l'ensemble des intérêts entre le Canada et les États-Unis. Alors, c'est une approche qui, à mon avis, est une approche intelligente, qui tient compte de l'ensemble de nos intérêts et qui donne beaucoup d'espace à M. Trump pour qu'il puisse dire « j'ai obtenu telle chose, j'ai gagné ». On connaît la méthode de M. Trump. Une fois la négociation terminée, il va dire « j'ai gagné, ils ont plié, ils ont fait ça, on le tient pour acquis ». Mais une approche qui est compréhensive, c'est-à-dire qui inclut des sujets qui relèvent de l'ensemble de la relation, me semble plus prometteur que de rester strictement sur la question des tarifs. Donc, demain, possiblement un 35 % sur des produits qui ne sont pas dans l'ASEUM, qu'on appelle. Actuellement, on est beaucoup dans un contexte d'incertitude. Le contexte d'incertitude, c'est ce qui fait mal en affaires, parfois même plus que des tarifs dans certains cas. L'incertitude, c'est une taxe sur notre économie. C'est vraiment ce qui fait mal parce que, et là, on comprend facilement ceux qui sont appelés à faire des investissements de vouloir attendre, d'avoir une meilleure lisibilité de ce que sera la relation économique entre les deux pays. Et c'est vraiment l'incertitude, la volatilité, l'incertitude qui fait le plus mal. Plus mal, dans une certaine mesure, que les tarifs. Parce que l'effet des tarifs, même dans le contexte actuel, si on le mesure là, et on fait une pondération, elle est autour de 5 à 6 % dépendant de ce qu'on mesure. Mais dans ce cas-ci, vous avez tout à fait raison. L'incertitude économique, ça nous coûte très cher. Monsieur Charest, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. Bonne journée. Au revoir.